Mes amis, voilà, nous revoilà, on va aborder le deuxième sujet. On pourra aborder le deuxième sujet. Rebonjour, Gouza Naounou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, besoin de me présenter, mais je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gouza Naounou, je vis en France, citoyenne, femme libre et engagée. Mes frères et sœurs, followers, princes et princesses, pour ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas, je voulais traiter ce sujet avec vous. Il s'agit de l'interview d'un ex-général de l'armée française, monsieur le général Lecointre. Le général Lecointre. Et donc, avant de commencer cette vidéo avec vous, on va partager ensemble la vidéo qui me fait sortir. Parce que depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les plateformes, cette vidéo, elle est relayée par petits bouts. Et il y a une propagande autour des propos du général. C'est à dessein, bien évidemment. C'est à dessein pour ceux qui se réclament d'être de l'AES, c'est quelque chose comme ça. Et puis pour ceux, c'est panafricains, qui pensent ils sont utopiques. Voilà, donc je vais dire, ces utopiques qui pensent qu'ils peuvent sauver l'Afrique par coup de baguettes magiques, ou bien ils peuvent sauver l'Afrique en portant des vêtements ou des vestes au bogolon. Ils peuvent sauver l'Afrique virtuellement, dans leur tête, ils sont les sauveurs du continent africain. Et donc, c'est à ceux-là que je vais m'adresser. On va écouter la vidéo. Comme ça, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, pour pouvoir leur permettre d'être dans le bain. Je mets cette vidéo de mademoiselle Nathalie Yam. Mademoiselle Nathalie Yam. On va l'écouter ensemble. On y va. On va l'écouter. Vous voyez ce monsieur? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Tout à fait. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, c'est pas vrai. Parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme. Vous avez écouté, hein, c'est la partie de l'ex-général François Lecointre qui explique que c'est un échec pour l'opération militaire au Mali et que l'Afrique, les États africains sont en train de sombrer dans le chaos. Les institutions sont plus que jamais fragilisées. Des coups d'État, des militaires en armes sont à la tête des institutions. Les populations sont en train de sombrer et que ça va impacter gravement l'Europe, ce qui est le cas aujourd'hui avec les migrants, avec la migration, les migrants par bateau, par centaines et par milliers qui sont sur les côtes européennes. Donc c'est une réalité.
Et à cela, le commentaire de mademoiselle Nathalie Yam. On va l'écouter. Que la France et l'Europe, pour leur survie, vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Alors, la jeune dame, elle comprend recolonisation, parce que dans sa tête, c'est ça, hein, elle comprend recolonisation, c'est-à-dire les problématiques du continent. Elle n'a pas conscience de ça. Elle voit recolonisation. Donc, on va l'écouter. On va la laisser, puis on va... Genre, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble, en meute européenne. Et pas seulement nous, la France, individuellement, parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est moi qui dis, on m'accuse d'être soit panafricaine, soit agent russe. Très bien. Donc, panafricaine, oui, c'est moi qui est, je sais pas, je dirais pas inventé, mais c'est l'expression que j'ai trouvée pour qualifier ces utopiques panafricains qui sont non seulement dans un déni, qui sont dans l'irréel et qui sont dans du virtuel. Et donc, j'ai pris le panafricain et j'ai dit panafricain. Effectivement. Donc, moi, je m'adresse directement à la jeune dame, Nathalie Yam. Donc, c'est pas que je te traite de panafricaine. Tu es panafricaine. Nathalie Yam, c'est pas que je te traite de panafricaine, mais tu es panafricaine. Et j'en viens. Voyez-vous, sur les plateformes, comme à leur habitude, ils ont une incompréhension des sujets. Ils ont, je ne sais pas s'ils sont malentendants, s'ils ont un problème de compréhension ou s'ils ont un problème de discernement. Ils comprennent tout en l'envers parce qu'ils sont dans la haine de la France au point que les souffrances des Africains sur le continent, là, eux, ils ne voient pas ça. Il n'y a que la haine de la France qu'ils voient. Ils ne voient pas les réalités du continent. Eux, c'est la haine de la France seulement qu'ils voient. Mais c'est pourquoi vous êtes des panafricains. C'est pas que je te traite des panafricaines, mais tu es panafricaine. Parce que les réalités de ce continent-là, tu ne vois pas, Nathalie. On va continuer. On va l'écouter. Et là alors, il est quoi? Il dit que dans le Sahel, on observe la destruction des appareils de gouvernement et des États. Et ce qui est vrai? Pourtant, c'est dans son pays que durant les 2 dernières années, le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est... Déjà, les États africains sont presque en faillite. Quand on prend le Mali est dans la main du terrorisme des djihadistes et en proie du terrorisme des djihadistes. Les institutions maliennes n'existent presque plus. Quand on se dit intellectuel, en Suisse où tu vis là, il y a des institutions en Suisse. La Suisse n'est pas dans la main des militaires. La Suisse, là, n'est pas dans la main des hommes en armes. La Suisse, là, où tu vis. Même le Cameroun, qui est ton pays d'origine, là, où Paul Biya est en train de devenir momie, là, au pouvoir, là. Le Cameroun n'est pas encore dans la main des militaires, mais ça ne va pas tarder. Le Cameroun ne va pas tarder à être à nouveau dans la main des militaires. Ça ne va pas tarder. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est comme ça, ça va se passer. Ça va se passer comme ça. Si il y a des panafricains comme toi, là, ça va se passer comme ça. Donc, quand le général Lecointre dit les institutions africaines sont fragilisées, c'est une triste réalité, c'est un constat. C'est un constat. Le Burkina Faso est dans la main des militaires. C'est un constat.
La Guinée est dans la main des militaires. C'est un constat. Le Tchad est dans la main des militaires. C'est un constat. Le Niger est dans la main des militaires. C'est un constat. C'est une triste réalité. De nos jours, nos enfants assistent à ça sur le continent. Comment voulez-vous qu'on nous respecte et on respecte nos enfants même ici en Occident? Un continent des coups d'État à répétition. Un continent de coups d'État à répétition. Junte militaire là, c'est pour changer. Et puis on a dit junte, c'est des coups d'État. Un continent où nous sommes partis à l'école. C'est pas comme avant-hier, nos grands-parents, pour dire nombreux ne sont pas partis à l'école. Ils ne savent pas lire et écrire. Oh, attendez, je vais prendre, excusez-moi. Oui, ma mouche. Allô, oui. Oui, ma mouche, je suis en live. Je suis déjà en live, là, je suis en direct, là. Là, je suis en live. Donc, je suis sur les panafricains, enfin les panafricains, les utopiques africains qui veulent changer l'Afrique avec un coup de bâton magique. Il faut chasser la France, il faut chasser tout le monde, ils veulent sauver l'Afrique, mais avec quoi, on ne sait pas. On n'a pas suffisamment d'ingénieurs, on n'a pas suffisamment de scientifiques, on veut changer l'Afrique, on veut chasser tout le monde. Mais on fait comment? Je t'embrasse. Ça marche, j'embrasse la famille. Bisous, oui, bisous. Donc, que la suspension des activités. Alors, vous voyez, on a ce problème qui est malheureux. Il y a des réalités sur le continent. Il y a des sujets sur le continent. Il y a des problématiques sur le continent. Je reviens encore pour dire, les femmes doivent prendre leur place dans les débats constructifs et non dans la propagande de destruction. Les institutions sont déjà fragiles. Merci Adamo. Les institutions sont déjà fragiles. Colette Djedje, je t'embrasse, ma soeur. Les institutions sont déjà fragiles, les États sont déjà fragiles. Mais prenez simplement le Cameroun. Quelle crise il n'y a pas eu au Cameroun et ça continue encore, personne n'en parle. Dans le nord du Cameroun, qui fait frontière avec le Nigeria, où Boko Haram brise les femmes. Où on vient dans un village, on met le feu, on ramasse les jeunes filles et puis on part avec elles. Et puis elles deviennent la proie des terrorismes, des djihadismes. Où les gens pratiquent cette forme de terrorisme sexuel. Mais Nathalie Yam, tu peux te saisir de ces questions-là. Tu peux te saisir de ces questions des droits de la jeune fille, des droits des femmes. On t'a jamais vu dans une action sociale, humanitaire et solidaire. Oui, j'ai dit que tu es une panafricaine. Tu l'es. Tu l'es. Les réalités sont là. C'est un triste constat. Dieu merci que le Sénégal n'est pas tombé dans ces histoires de gente et de djihadisme. C'était votre souhait. Que le Sénégal puisse partir en feu. Donc vous étiez derrière. Vous étiez derrière, faire semblant de soutenir Sonko. Parce que dans votre esprit, votre état d'esprit, cette forme d'escroquerie continentale que vous faites, vous prenez pour des panafricains là. Il fallait que Sonko puisse porter votre haine de la France. Donc, vous êtes derrière Sonko. Mais ça vous a surpris. Parce que les Sénégalais là, ils sont instruits. Les Sénégalais là, ils lisent. Ils ont des grands écrivains. Ils ont des grands référents dans l'histoire du Sénégal. À commencer par Senghor. Senghor a laissé une trace. Chaque jeune Sénégalais qui naît, il veut être Senghor. Intellectuellement, il veut être Senghor. Donc, il y a un référent.
Il y a un référent. Donnez-moi le référent au Cameroun. Il y a qui? Le président camerounais avant Paul Biya qui a été assassiné jusqu'à aujourd'hui là, sa tombe est au Sénégal. Nathalie, tu sais pas ça? Ça aussi c'est la faute de la France. La tombe d'un chef d'État qui se trouve au Sénégal, dans un autre pays. Là où il est, c'est là-bas il est. Sa tombe est là-bas. Même pas au Cameroun, mais au Sénégal. C'est la faute de la France, ça aussi. À un moment donné, posons le vrai débat. C'est pas de dire, le général n'a jamais dit. Le général Cointreau n'a pas dit. Le Cointre du moins n'a pas dit. Qu'il va recoloniser l'Afrique. C'est que vous faites de la démagogie. Il a posé les problématiques de ce continent. Tu vois d'ailleurs, je vais te dire parce que peut-être que tu ne sais pas qui est le général Lecointre. Tu parles de lui sans savoir. D'accord? Pour ceux qui nous suivent, je vais vous donner... moi-même, je m'écoute ici. Je m'écoute maintenant. Kabako, pardonnez, hein. Je suis en train de m'écouter moi-même, ça me... Ce que je n'aime pas d'ailleurs. Je n'aime pas ça du tout. Nathalie, pour ceux qui suivent, je vais vous donner un peu qui est le général Lecointre. Général Lecointre. Voilà. Je vais vous donner un peu, parce que Nathalie, elle parle sans connaître. On va vous donner un peu qui est le général Lecointre. C'est un militaire. Le général Lecointre, c'est un militaire. Grand chancelier de la Légion d'honneur. Février 2023. Chef d'état-major des armées. De 2017 à 2021. Il était au cabinet militaire du Premier ministre. Biographie, il a 62 ans. On va lire ici pour faire la biographie comme ça, on va aller plus vite. Le général Lecointre est né à Chesbourg, à Cherbourg. Ses études militaires, ses diplômes, hein. C'est pas quelqu'un de activité officier. École spéciale militaire. Il a fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc, tous les grands chefs militaires en Afrique, là, quand on parle de Saint-Cyr, ils savent ce que c'est que Saint-Cyr. Saint-Cyr, ce n'est pas n'importe qui fait Saint-Cyr. Donc, ce sont des gens de terrain qui connaissent la guerre, l'armée. Ils savent ce que c'est. Donc, je ne vous parle pas des Boribana qui sont en armes, qui deviennent des jeunes militaires, qui ne savent pas écrire leur prénom, qui ne savent même pas formuler une phrase. C'est-à-dire que pronom, verbe, et puis complément qu'ils n'ont pas fait, là, je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux qui ont fait Saint-Cyr. Ceux-là, c'est de ceux-là que je parle. Et ceux-là, il y en a beaucoup au Sénégal. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a un peu, malheureusement. Mais il y en a en Côte d'Ivoire. Il y en a en Côte d'Ivoire. Continuons. Sa formation, Prytanée nationale militaire. Donc, je dis école nationale Saint-Cyr, école de l'infanterie. Ceux qui connaissent, ils savent de quoi il s'agit. Troupeau de marine, général de l'armée depuis 2017 du moins. Il a fait la guerre du Golfe. Voilà ce qu'il a fait. Hein. Les conflits qu'il a réglés, le général Lecointre. Les conflits qu'il a réglés. La guerre du Golfe. La guerre de Bosnie. Crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Nathalie, je vous parle. Je reprends les conflits qu'il a eu à gérer. La guerre du Golfe. La guerre de Bosnie. Crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Guerre civile au Rwanda. Guerre civile en Somalie. Guerre au Mali. Liste détaillée. Grand Croix, distinction détaillée. Grand Croix de la Légion d'honneur. Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Médaille commémorative française. Médaille des Nations unies. Médaille de la libération du Koweït. Commandeur de l'Ordre national du Mali. Médaille de reconnaissance de la nation. Médaille d'outre-mer.
médaille de la défense nationale, croix de la valeur militaire, croix du combattant, croix de guerre des théâtres d'opération extérieures. Je vais m'arrêter juste sur ça. Nathalie, quand on prend le Mali, le Sahel, parce que le Mali n'est pas que le Sahel ne se limite pas au Mali. Le Sahel, là, il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal. Quand on parle du Sahel, là, il y a le Burkina Faso. Quand on parle du Sahel, là, je ne parle pas des Sahara, moi, je parle du Sahel. Tu vois? Et des terrorismes djihadistes sont rentrés dans le Sahel. Après, parce que tu as parlé de la chute des Kadhafi, de la Libye. Mais ce que vous ne savez pas, avant d'arriver à ça, pour qu'on en finisse avec le général, et puis avant, pour pouvoir analyser tes propos, tu as parlé de l'article 49.3. Donc l'article 49 de la 5e République, alinéa 3. Tu dis, tu vois, vous mentez à la masse africaine. Oh, il faut éveiller la masse. Il faut sensibiliser la masse. Il faut éduquer la masse pour que la masse comprenne le fonctionnement des institutions. Parce que c'est de ça le général parle. Nous sommes, on est en train de détruire nos propres institutions, nos propres libertés. Parce que c'est grâce aux institutions que nous sommes libres. S'il n'y avait pas les institutions républicaines là, peut-être que toi, Nathalie, ta tête on dirait poids là, tu serais marié à un vieux quelque part au Cameroun là-bas. Peut-être que tu ne serais pas même né, même métis, même, et puis pour aller même pour vivre en Suisse. C'est parce qu'il y a les institutions que nous, les femmes, nous sommes libres. Donc, les institutions, nous devons les protéger. Nous devons les préserver. Nous devons être les garants de ces institutions-là. Les gardiennes de la paix. Nous sommes les gardiennes de ces institutions. Parce que grâce à ces institutions que nous avons la parole. Nathalie, 49, alinéa 3 de la 5e République. La 5e République qui a été votée en 1958 par De Gaulle. La 5e République. L'article 49.3 donne au Premier ministre, donne droit au Premier ministre de faire passer une réforme de loi qui fait partie du projet pour lequel le chef de l'État a été voté, a été élu. Je reprends. Parce qu'il ne faut pas tromper la masse. Dire qu'en France, Macron utilise le 49.3 sans passer par le vote du Parlement. Nuance. Le 49.3 est constitutionnel, il n'est pas anticonstitutionnel. Il est constitutionnel. Le 49.3 fait partie de la Constitution. C'est pour ça qu'on dit 49.3. Quand on dit 49.3, ce n'est pas un article de loi qu'on a inventé. Le 49 est l'article de loi, mais alinéa 3. C'est pour ça qu'on dit 49.3. Au lieu de faire 49 alinéa 3 ou 49 alinéa 2, 49 alinéa 4, on dit 49.3. Donc c'est l'article de loi 49 alinéa 3. Ça fait partie de la 5e République de la Constitution française. Bien. L'article 49.3 permet au gouvernement de faire passer une réforme de loi sans passer par le vote du Parlement. Ça veut dire quoi? Le gouvernement, le chef du gouvernement, le premier ministre du gouvernement, donc comme vous avez parlé de Macron, donc on va dire, le premier ministre, la première ministre, c'était Elisabeth Borne, qui a des réformes de loi à faire passer, comme exemple, sur le budget de l'État. Et étant donné que le Parlement, l'Assemblée nationale est politique, donc il va y avoir des opposants politiques qui vont refuser bêtement de voter le projet de loi concernant le budget, ou ils ne sont pas d'accord avec le budget, ou ils veulent voter contre pour bloquer juste, on va dire, pour emmerder le gouvernement. Ça, c'est possible, ça fait partie du jeu démocratique, et ça, je ne le conteste pas. Je le conteste pas, non. Ça fait partie du jeu démocratique.
Donc, même si on n'est pas forcément d'accord sur les blocages, mais ça fait partie du jeu démocratique, il faut le respecter. Donc, Elisabeth Borne utilise, pourquoi elle utilise le 49.3? On prend la réforme sur le budget de l'État. Oh, le budget, là, il faut le voter avant de tomber dans la nouvelle année. Et donc, les opposants, là, au gouvernement, donc au pouvoir, vont dire, ils vont bloquer, ils sont contre. Ils vont dire, non, retirez telle chose dans le projet. Retirez telle chose. Rien que pour emmerder le président en exercice d'avancer dans le projet pour lequel il a été élu. Quand tu prends le projet, c'est pour ça que c'est important de parler des projets, des gouvernements, des candidats. Si le président, il veut faire voter un budget pour un projet qui ne fait pas partie de son gouvernement, en ce moment, on bloque le pays. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas écrit, il n'a pas mentionné dans son projet. Donc, il n'a pas à voter un budget qui n'est pas mentionné dans son projet pour lequel il a été élu. Donc, ça veut dire que le président a outrepassé ses fonctions et il fait ce qui lui plaît. Et là, l'opposition peut bloquer le pays pour ça. Or, quand c'est le 49.3, le gouvernement a le droit de dire, voilà la loi voilà le projet pour lequel le président a été élu. Nous allons voter le budget. Et si le débat est enclenché à l'Assemblée nationale, il y a débat. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il prend 49.3 sans débattre. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement, il y a débat. Le débat est... Si tu suivais vraiment l'actualité française, moi, je suis ça tellement. C'est que moi, la télévision, je ne regarde pas des films. C'est que l'actualité. Moi, je ne regarde pas des films même. Si je regarde des films, c'est que c'est un film comique, c'est lui de finesse. Sinon, le reste, c'est actualité. Donc, le débat, là, je l'ai suivi de bout en bout, de bout en bout. Il y a des projets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Il y a des projets sur lesquels je suis d'accord, mais je suis les débats. Donc, Premier ministre, chef du gouvernement, va venir à l'Assemblée nationale pour présenter son projet aux parlementaires, aux députés, aux représentants du peuple, pour dire, voilà le projet. Nous avons écrit le projet, voilà, parce qu'il y a le programme, mais le projet a écrit, voilà le projet. Et donc, ils vont débattre sur le projet. La Constitution, la République, la Constitution est tellement bien faite que quand le peuple donne pouvoir, la Constitution, même les lois là, peuvent bloquer le gouvernement et le président. Donc, le 49.3 dit, ça permet au gouvernement de faire passer un texte de loi sans passer par le vote. Donc, ils vont débattre. S'ils voient que les parlementaires sont en train de bloquer, or, ça fait partie du programme du président élu, la première ministre ou le premier ministre, le chef du gouvernement, va déclencher l'article de loi 49.3 qui donne droit au premier ministre, au chef du gouvernement, de faire passer son texte de loi, sans maintenant passer par le vote, étant donné que le vote est bloqué au Parlement. Comme les parlementaires ne se mettent pas d'accord sur le vote, et que le vote est bloqué, parce qu'on est d'accord sur un projet, pour dire allez voter pour ou contre. Mais ils ne sont pas d'accord sur le texte. Donc on ne peut pas dire, la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas dire allez voter. Il faut pour aller voter, il faut que le texte, qu'on ne soit pas d'accord, oui. Qu'on soit d'accord, oui. Mais qu'on aille voter. Or là, le texte ne passe pas. Donc, le chef du gouvernement va déclencher l'article de loi qui est 49 alinéa 3 pour faire passer le texte. Qui après, maintenant, va partir au Sénat. Le Premier ministre va aller au Sénat pour aller convaincre les sénateurs. Et ensuite, le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la navette entre les chambres. La haute chambre et la basse chambre. Et ça va revenir maintenant à l'Assemblée nationale. Et les parlementaires qui ont refusé d'approuver ou le texte de loi, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Constitution, la 5e République dit, ils ont le droit, 1/10 des parlementaires ont le droit de faire une motion de censure. Pour censurer le texte, pour dire on le censure le texte. Et c'est un droit constitutionnel. Donc les parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, là, et ce qui se passe en Afrique aussi, là, les gens aussi mangent en sombrero ici. Mais c'est parce qu'ils travaillent. On ne parle pas de ça. Les parlementaires ont 1/10 des parlementaires peuvent faire motion de censure. Mais quand il faut la motion de censure, là,
ils doivent voter eux tous. Ceux qui sont contre le texte là, ils doivent voter non au texte. Sauf que Macron, le président Macron, n'a pas la majorité parlementaire, mais il est en alliance avec la droite française, donc les LR. Donc, les LR qui font partie de l'opposition aussi au Parlement, qu'est-ce qu'ils font? La motion de censure, ils vont faire. Là, maintenant, c'est le jeu politique. C'est jeu politique. Gagner, gagner, perdu, perdu. Les LR qui sont à l'Assemblée nationale, qui eux-mêmes là, sont entre deux. Donc, dans les LR, il y a aussi les centristes, ce qu'on appelle le centre, un peu les libéraux, qui eux sont un peu entre à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer dans la motion de censure pour dire oui, eux, ils vont signer la motion de censure. Or, quand vous signez la motion de censure, c'est que vous devez voter ensemble non au texte de loi. Quand ils ont fini de signer la motion de censure, là, quand il faut aller voter, là, parce qu'il faut avoir maintenant, c'est que l'exclusivité. Il faut voter la motion de censure complète. Il ne faut pas que quelqu'un quitte dedans pour ne pas voter. Si une seule personne ne vote pas, c'est que le texte, le 49.3 est validé. C'est ce qui se passe. Il faut ce jeu politique. Ici, une motion de censure. Le jour où il faut aller voter maintenant pour dire non au texte de loi, il y a toujours un qui sort du lot et puis qui vote non. Qui ne vote pas non au texte de loi, il vote oui. Donc, il gâte la motion de censure. Donc, c'est le jeu politique qui se joue. Il ne faut pas dire à la masse africaine qu'il doit apprendre les institutions. Faire croire que les institutions ne fonctionnent pas en France. Ce n'est pas vrai. Ça fonctionne très bien en France. Et je vais vous dire ça. Si les institutions ne fonctionnaient pas en France ici, là, Macron, là, il y a longtemps, il était parti. Je vais répéter pour que vous compreniez comment ça se fonctionne ici, les institutions. Les institutions fonctionnent en France. Ils sont solides. Ici, là, les Français, là, plus de 70% sont fâchés même à lui. Mais ils ont des institutions fortes, donc ils ne font pas de coup d'État ici. Il n'y a pas de jeunes militaires ici. Même les militaires même qui étaient fâchés, quand ils ont voulu sortir là, c'est les Français qui leur ont dit, hey, vous ne sortez pas ici. Hein. Nous, on n'est même pas prêts pour vivre ce qu'on a vécu il y a 100 ans en arrière. Tellement que les institutions sont fortes. C'est ça le général Lecointre est en train de dire aux Africains. Nous avons des institutions fragiles. Et nous les fragilisons davantage. Nous détruisons davantage nos propres institutions, nos propres lois, nos propres appareils. Nous détruisons ça. Or, en détruisant les institutions, en installant à la tête des États, des jeunes, des coups d'État et des jeunes militaires, des hommes en âme, la masse africaine va fuir le continent et l'Europe sera submergée. C'est pour ça qu'il parle de la survie de l'Europe. Il a parlé de, je dirais pas survie, il a dit l'intérêt commun de la France et de l'Europe. Protéger l'Europe là, c'est aider les Africains aussi là, à pouvoir préserver leurs institutions. Au Mali, il y a combien de réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Vous pensez que si le Mali était un pays stable, il allait avoir des réfugiés maliens en Côte d'Ivoire comme ça? Je ne parle pas des ressortissants maliens qui depuis des années vivent en Côte d'Ivoire, ont refait leur vie et sont intégrés. Je ne parle pas de ceux-là. Mais depuis la crise au Mali, les jeunes militaires au Mali, il y a combien de Maliens qui ont fui le Mali à cause du terrorisme, à cause des djihadistes? Combien de Maliens qui ont fui? Et qui vivent dans des conditions où ils n'ont pas choisi. C'est parce que les institutions sont fragiles. Regardez le Burkina Faso. Il y a combien de Burkinabés qui ont fui les zones de guerre où les djihadistes tuent, ils volent leurs marchandises, ils violent leurs femmes, ils violent leurs filles. Il y a combien de Burkinabés qui ont fui ces zones de guerre? C'est parce que le Burkina est instable sur le plan des institutions. Et ils sont où? D'autres sont au Niger. Niger même aussi, ils sont cadavrés. Au Mali, là, ils font frontière, ils ne peuvent pas aller au Mali. Donc, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est le pays qui est en train de
le pays qui est en train de porter toute l'immigration de la sous-région. Mais ça fait trop pour la Côte d'Ivoire. Et ça va provoquer des guerres si on ne fait pas attention en Côte d'Ivoire aussi. Donc ça va rendre notre pays encore plus instable parce qu'on aura une immigration qui nous surmèche, qu'on ne peut pas gérer. Et puis les Ivoiriens n'ont plus de place. On est fatigué de porter la misère de l'Afrique. Et donc, pouvoir aider les États africains à pouvoir renforcer leurs institutions, c'est préserver des vies humaines. C'est préserver les Africains eux-mêmes. C'est protéger les familles. Combien de jeunes Africains meurent dans le désert? Nathalie, voilà des sujets qui vont te passionner. Tu te prends jamais ces problèmes, ne te concernent pas. Combien d'Africains qui meurent dans le désert? La jeunesse africaine qui est en train de crever dans le désert. Tu sais, dans le désert libyen, combien d'Africains sont morts? Parce que tu as parlé de la Libye. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de la Libye. Kadhafi, là, paix à son âme. Kadhafi a signé avec l'Europe pour faire des grandes prisons et puis garder les Africains, les jeunes Africains, là, comme des esclaves en Libye. Si toi, tu ne sais pas ça, moi, je t'enseigne ça. En Libye, là, en Libye, je reprends, je dis la Libye. Kadhafi qui se prenait pour le roi d'Afrique, là. Il prenait l'argent avec l'Europe, les Européens, pour maîtriser l'immigration. C'était son contrat avec eux. Le jour, les Blancs ne sont pas pressés. Quand ils vont vous montrer les images des Africains en Libye sous Kadhafi, vous allez pleurer. On les gardait dans des camps de concentration là-bas. Et puis on les sortait enchaînés pour aller travailler dans les champs, les plantations des Libyens. C'était ça Kadhafi. Mais pour pouvoir enfariner les gens là, il se prenait pour le guide du continent. Mais son discours, vous ne pouvez pas. Kadhafi avait un discours, lui, sa priorité c'était les Arabes, ce n'est pas les Africains. Ça, je ne vais pas faire le procès de Kadhafi. Donc l'histoire de la Libye, là, vous ne la connaissez pas dans sa globalité et dans ses détails. Vous parlez, vous voyez le côté, ah, Kadhafi aimait l'Afrique, parce qu'il vient, il prend pas, il fait comme ça. Parce qu'il a compris. Les Arabes, ils savent. Ils se disent que ceux-là, il faut les marmailler. Je mets ça de côté. Tu parles de la vie. On va écouter, parce que moi, je ne vais pas prononcer ce qu'elle a dit. On va l'écouter elle-même, parce que moi, je ne vais pas prononcer ce qu'elle a dit. Et puis, on va continuer au fur et à mesure. D'accord? On va continuer au fur et à mesure, les amis. On va continuer au fur et à mesure. Mademoiselle Yam. OK. Ok. Et le général, ouais. Alors que depuis 2 ans, c'est eux qui ont une guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. Alors, il n'y a pas de guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. Tu confonds le djihadisme, le même djihadisme qui frappe en Afrique, Boko Haram qui frappe au Nigeria, AQMI qui frappe au Mali, Hamas qui frappe en Palestine. C'est les mêmes qui ont frappé en France ici. Ce n'est pas une guerre interethnique. Ce sont des personnes radicalisées qui viennent tuer au nom d'une idéologie. D'après eux, ils font une forme de guerre sainte. Tu vois, en France, le Bataclan, des jeunes enfants, des jeunes étudiants ont été égorgés au Bataclan. Ce n'est pas une guerre interethnique, c'est le terrorisme. Ce n'est pas une guerre interethnique. Ce terrorisme a commencé sur des journalistes, Charlie. Ils sont allés saccager, tuer, égorger des gens. Donc quand vous parlez des sujets, aujourd'hui là, au départ, en 2012, les Africains disaient que ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Mais les mêmes là, ces mêmes gens, ces fous là, ce sont les mêmes qui sont dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, et qui sont en train de s'aimer la terreur en Afrique de l'Ouest. Tu vois, donc il ne faut pas confondre. Il n'y a pas de guerre interethnique en France. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'intégrer, qui refusent de s'intégrer, qui ne veulent pas respecter les lois de la République ni les valeurs de la République. C'est différent. C'est différent. Ce n'est pas une guerre interethnique. C'est des personnes comme toi là, qui ont les têtes de poids là. Ce sont eux là. Ceux qui ont tête de purigeois là, ce sont eux. Tu vois? Donc il n'y a pas une guerre interethnique en France ici.
Continuons. La déstabilisation du Sahel, c'est à cause d'eux, et de la désintégration de la Libye par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, par l'OTAN. Et j'en ai marre, je dois vous le dire sincèrement, que nos États de l'AES tardent encore à traduire ces gens en justice pour obtenir réparation pour les dommages causés. Depuis leur gouvernement et État remplis de PD, ils regardent notre démographie et nos enfants comme un danger. Parce que dans leur tête de malades mentaux, l'objectif c'est de dépopuler la planète, de robotiser au maximum les... Tiens, je vais m'arrêter là. Tu vois, je vais aller dans ton pays d'origine, le Cameroun. Quand je te dis que tu es une panafricaine, c'est ça. Au Cameroun, là. Excusez-moi mes frères camerounais, mais au Cameroun, là, des jeunes filles de moins de 12 ans se prostituent pour vivre. Au Cameroun. Moins de 12 ans, elles se prostituent au Cameroun pour vivre. Voilà des sujets en tant qu'une femme, je ne sais pas si tu es une mère, que tu devais porter. Voilà des sujets sur les réseaux, utiliser les plateformes. Puisque tu parles des autres, ils sont remplis d'homosexuels et autres. Mais au Cameroun, là, ils sont durs, musclés, puis ils marchent comme les jeunes femmes là-bas. Et puis ici, même en France, là, quand tu vois les Africains qui sont dedans, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dedans. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Donc tu ne peux pas parler des autres. On oblige, personne à choisir, ils ont choisi leur vie. Personne ne les a obligés. Et ce n'est pas la France qui les oblige à faire ça. Ce n'est pas la France qui oblige ces jeunes filles à aller se prostituer. Ce sont vos vieux pervers là qui vont coucher avec ces petites les gamines là. Donc il faut lutter contre ces vieux pervers. Mais dans le même Cameroun là, des gamins, des petits garçons de 9 ans se prostituent. Ils partent avec des pédophiles. Voilà les luttes que tu devais, sociales, que toi tu devais porter. Pour sensibiliser cette jeunesse. À penser à sa santé. Parce que ces enfants-là, à 30 ans, ils vont devenir quoi? À 40 ans, ils vont devenir quoi? Tu laisses tous ces sujets-là et tu accuses la France. Non. Il ne faut pas accuser la France sur les faiblesses de nos États. Il ne faut pas accuser la France est bouc émissaire de tout ce qu'on n'est pas capable de faire. Mademoiselle Nathalie, tu n'aimes pas l'Afrique plus que moi. Tu n'aimes pas l'Afrique plus que les autres. Chacun aime l'Afrique avec ses moyens de bord. Mais tes petits moyens de bord, là, mets à disposition, fais quelque chose dans l'humanitaire. Qu'est-ce que tu as fait une fois dans ta vie au Cameroun pour aider les pauvres? Viens, on va faire bilan. Moi, je peux te dire ce que j'ai fait. Toi, il faut dire ce que tu as fait. Parce que aimer l'Afrique, là, c'est de poser des actions. Mais toi, tu es assise, tu aimes l'Afrique, mais l'Afrique n'a qu'à brûler. Parce que tu penses que, tu vois, tu es une fémane. Oui. Tu es une fémane, au fait. Tu es une fake et tu es une fémane. Parce que c'est dans le désordre là que vous trouvez votre compte. C'est dans le désordre là que vous mangez. C'est dans le désordre là que vous prospérez. Donc vous voulez toujours qu'il y ait un désordre. C'est de ça le général Lecointre parle. Les institutions sont fragilisées, sont dans le chaos. Et quand il dit l'armée, c'est-à-dire la France va repartir en Afrique plus tard. Mais ça, je vais te dire une chose. Les Africains eux-mêmes vont courir pour appeler la France au secours. On a déjà vu ça dans l'histoire. Les Africains vont courir eux-mêmes. L'AES dont tu parles là, Mali dont tu parles là, ils vont s'asseoir pour dire la France au secours. Eux-mêmes vont demander pardon. Qui va venir à votre secours? Déjà, vous dites que vous êtes des militaires, vous êtes incapables de lutter efficacement contre les djihadistes. Vous venez vous asseoir au palais avec des armes, vous pillez les petites ressources du pays. Parce que là, vous êtes dans le petit jeu de mensonges et de manipulation, pourvu que les Maliens ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas vous demander des comptes, vous êtes en armes. Donc, vous pillez
Et puis des prostituées se promènent, des prostituées se promènent là-bas. Et vous êtes assis au palais. Et le peuple malien souffre. Le peuple malien crève de faim. Le peuple malien crève la dalle. Les Maliens ne peuvent pas parler. Ils sont bâillonnés. Ils doivent se taire. Ils ont peur des armes. Parce qu'on enlève les gens. On peut les tuer. Les Maliens ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, là, la liberté n'existe pas au Mali. Tu appelles ça la démocratie, toi? Tu appelles ça la démocratie? Où les Maliens ne peuvent plus s'exprimer, c'est la démocratie pour toi? Tu appelles ça la liberté? Pourvu que vous, peut-être, traînez dans les hôtels là-bas, avec les petits généraux là. Vous êtes contents, on vous donne 2 millions, 3 millions, vous êtes contents. Et pour vous, ça suffit, mais le peuple souffre. Le peuple se meurt, les Maliens souffrent, ils meurent. Vous ne pensez même pas aux Maliens. AES, dans une utopie totale, AES, 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 c'est quoi AES? 3 pays dans la CEDEAO là, c'est ça qu'il y a AES. 3 pays dans la CEDEAO, c'est ça qu'il y a AES. Où vous n'êtes pas capable de nourrir les Maliens, ils sont obligés de trouver à manger ailleurs. C'est ça qu'il y a AES. Vous aimez le peuple malien comme ça? Et c'est toujours vous, les assis là. Oui, le Mali, l'AES, le général Assimi Goïta, les Goïta, Assimi Goïta. Assimi Goïta là, vous devez demander à Assimi d'organiser les élections. Parce que au Mali, là, il y a des intellectuels là-bas. Il y a des civils au Mali. Organiser les élections pour remettre le pouvoir aux civils. Et c'est les civils là, maintenant, en tant qu'Assimi Goïta là, il prend ses hommes et puis ils vont au front pour surveiller les frontières du Mali. Et puis pour lutter efficacement, vraiment, s'il pense vraiment qu'il lutte efficacement contre les djihadistes, il va aller au front avec les militaires. Parce qu'un militaire, c'est au front là-dedans. C'est pas au palais. Il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter. Les Africains, c'est-à-dire, il y a des problématiques, oui, sur le continent africain. Il faut respecter nos institutions. Si tu posais le problème pour dire, mais pourquoi, après 70 ans, l'Afrique se retrouve encore avec des coups d'État? On allait dire, on peut débattre de ces questions-là. Voilà les questions sur lesquelles on peut débattre. Parce qu'on ne respecte pas nos institutions. Il faut renforcer la démocratie. Il faut que les démocraties soient respectées. Il faut renforcer les institutions. Il faut éduquer la masse. Il faut de l'instruction. Il faut la citoyenneté. Si dans chaque État africain, si la démocratie était respectée convenablement, il n'allait pas avoir de coup d'État. Il n'allait pas avoir de juntes militaires. Si tu poses le problème comme ça, on dit oui. Là, c'est vrai, il y a matière à réflexion. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, un président est élu, 2 ans après, on le chasse, et puis on dit on a fait coup d'État. On a fait un coup d'État parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que d'autres ont envie de venir voler. Non. Je veux qu'un président soit élu, qu'il fasse son mandat, il fasse son quinquennat. Si les militaires, vraiment, parce que quand un président doit refaire des élections, là, il demande toujours aux militaires leur accord. Et prenez l'exemple sur le Sénégal. Les militaires, là, l'armée sénégalaise est républicaine. C'est ça la force du Sénégal. L'armée est républicaine. C'est ça la force du Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de Sénégalais ont fait 5-6 l'école. Ceux-là, ils ont un niveau. Ce n'est pas des abrutis entre eux, c'est pas ça. Un abruti entre eux, c'est un danger pour la République. Et c'est ça le malheur de beaucoup d'États africains. Il y a beaucoup d'abrutis entre eux. Ils ne savent pas lire et écrire, ils sont entre eux. Ceux-là, ils vont les tirailleurs. C'est ça le problème. L'armée républicaine sénégalaise, Macky Sall a demandé, l'armée lui a dit, tu respectes la constitution. Et quand l'armée lui dit ça, il fait une déclaration, il dit, ce n'est pas candidat. Parce qu'on ne rigole pas, c'est l'armée qui garantit la fiabilité des institutions. C'est l'armée qui garantit la fiabilité des institutions. Ici, en France, c'est l'armée qui garantit ça. Je vous ai dit tout à l'heure. Si l'armée n'est pas républicaine, le pays est dans la merde. Les coups d'État seront faits.
fait à répétition, les jette par-ci et par-là. Ali Ouattara, merci. Et c'est ça le mal de l'Afrique, là, des États africains, là, c'est ça. L'armée, c'est l'armée le mal. Il faut que l'armée soit républicaine. Et pour ce faire, il faut des gens de niveau. On n'est plus en 1800 ni en 1943 pour dire qu'on s'en va chercher des tirailleurs pour rentrer dans l'armée. Aujourd'hui, là, il faut mettre des gens qui savent lire et écrire en treillis. On ne peut pas prendre des abrutis pour les mettre en treillis. Ça c'est la fracture, c'est-à-dire c'est la fragilité de l'État. C'est ça le cas qu'on voit au Mali. On a ramassé des gens, tu vois les vidéos, tu es choqué. Tu dis, mais c'est qui ce... On prend des forgerons par-ci et là, des apprentis baka par-là, c'est quoi ça là, des mécaniciens par-ci et là, ils sont en treillis, ils ne savent pas lire. Même français qui il parle, tu dis, mais attends, lui là, c'est un danger même pour le pays. Il a un abruti en armes. Mais c'est dangereux. Il ne sait pas ce que c'est que l'armée. Il ne sait pas son rôle. Il ne sait pas ses limites. Le fait d'être en armes, il pense qu'il est Dieu. Il peut faire tout et n'importe quoi. Il n'a pas de connaissances. Et c'est ça le problème de nos États en Afrique. Nathalie, si tu poses le problème sur ce fait, je dis oui, on peut parler, on peut débattre. C'est sujet à réflexion. Moi, je suis quelqu'un qui aime la réflexion. Je suis ouverte sur ces questions-là. Mais tu ne peux pas te permettre de dire que ce que le général a dit est faux. Il dit la vérité. Prends le Burkina Faso. Le gars, il porte les gants comme Larry Sheik. Et puis, les gens sont contents parce qu'il a un béret, il a mis ici. On dirait Toumba en Guinée. Et les gens sont contents. Il prend le béret, il met ici. Il porte les gants. Et les gens sont contents parce que la masse n'est pas instruite. Il y a beaucoup d'illettrés. Il y a beaucoup d'analphabètes. C'est-à-dire que le taux d'alphabétisation, là, mais c'est malheureux, c'est tellement élevé que les gens voient quelqu'un entrer, il y a des gars, on dirait Larry Sheik. Ils sont contents, ils trouvent qu'il est chic. Pour eux, le fait qu'il soit chic, ils s'arrêtent à ça. Mais ils ne savent pas que les institutions sont fragiles. Ils ne savent pas que le pays est en train d'être en retard. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes leur vie qui est bousillée et celle de leurs enfants qui est en train d'être bousillée. Il faut éduquer la masse. Il faut éduquer la masse. Pour réussir nos États, pour qu'on ait des États, on dit États émergents, des États, des institutions fortes. C'est ça qui est important. C'est pas de faire le jeu avec Kémy Séba. On va chasser la France. On va chasser ici. D'ici, regardez un peu ce qui se joue. Le ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères, du moins et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, avait dit ça. Dans une interview, il avait dit ça, Jean-Yves Le Drian. Quand on a parlé de cette question du Sahel avec les djihadistes, mais le mal se trouve au cœur même de l'armée. Quand la France part, le président, en exercice ses fonctions, appelle la France au secours parce que les djihadistes montaient. Ils montaient. Ils voulaient couper le Mali en deux. Ils voulaient diviser parce que la Mauritanie voulait prendre une partie du Mali, l'Algérie une partie du Mali, diviser. C'est-à-dire que vous allez rester qu'à Bamako. Est-ce que c'est logique? Donc il y a un problème qui est réel, qui était là. Il y a des problèmes intérieurs qui existaient. Et sur ces problèmes intérieurs, les gens ont greffé, les djihadistes sont arrivés. Mais quand les djihadistes sont arrivés, le problème, l'armée n'est pas régalienne. Si l'armée est régalienne, ils allaient combattre efficacement contre les djihadistes dans le Sahel. Parce que les pays voisins, qui forcément, si le Mali est instable, les pays voisins, ça peut fragiliser les pays voisins. La Côte d'Ivoire, le Burkina, pour preuve, ça fragilise le Burkina, ils sont rentrés au Burkina aussi. Donc, quand un pays voisin est dans la difficulté, tu dois aller à son secours parce qu'en allant à son secours, tu préserves aussi tes frontières. Étant donné que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la frontière elle est minuscule. Il suffit de traverser la route et puis tu es au Mali, tu traverses, tu es en Côte d'Ivoire. Et donc, Jean-Yves Le Drian a dit dans son rapport, quand il a été interrogé à l'Assemblée nationale, il a dit dans son rapport, la difficulté à laquelle les armées, l'armée africaine, parce que l'armée africaine, parce qu'il y avait le Nigeria, il y avait le Sénégal qui a une armée formidable. Et le Niger, d'où le fils d'Idriss Déby, qui est aujourd'hui président
au Niger, au Tchad du moins, étaient sur le front des théâtres au Mali. Et la difficulté, c'est que la religion est rentrée dans l'armée. Nathalie, la religion est rentrée dans... Et ça, c'est un des problèmes de ce qui se joue dans le Sahel aujourd'hui. La religion est rentrée dans l'armée. Je parlais de... Il ne faut pas mettre des abrutis en treillis et leur donner des armes. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le régalien. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pays. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un État. Ils ne savent pas faire la différence entre la religion et la République. Et donc, la France se retrouve confrontée à cette situation où c'est après qu'on comprend. On se dit, mais attends, on ne peut pas tuer le théâtre des opérations. Quand on veut attaquer les djihadistes sont informés. Ils sont informés par qui? Mais c'était au sein des armées africaines eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont privilégié leur foi religieuse. Parce qu'ils se disent, ils ont été manipulés. On leur dit, non, les djihadistes qui sont là, ils sont venus faire la guerre sainte. Mais entre nous, mes frères africains, quelle guerre sainte les djihadistes font? Dites-moi. C'est ce qu'on a mis dans la tête de certains abrutis dans l'armée. On leur a dit que les djihadistes qui sont venus dans le Sahel sont venus faire la guerre sainte. Mais quand vous réfléchissez, le Mali est un pays musulman. Donc pourquoi des djihadistes vont venir des pays du Maghreb et venir faire la guerre sainte au Mali? Le Mali est un pays musulman. Donc vous voyez qu'il y a la manipulation derrière ça. Vous ne voyez pas qu'il y a la manipulation derrière ça? On leur dit que les djihadistes là, aidez-les à progresser parce qu'ils sont venus faire la guerre sainte. Quelqu'un qui dit qu'il est ton frère, il peut venir faire la guerre contre toi. Et c'est ce qui s'est joué dans le Sahel. Et c'est ce qui a fragilisé le Sahel davantage. Donc, ces abrutis dans l'armée n'ont rien compris à ce qui se jouait. Et puis eux, ils aidaient certains djihadistes à progresser. Pendant qu'on met des stratégies pour pouvoir les traquer, mais il y a eu des morts du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des soldats ivoiriens qui ont été tués. Donc on a vu, les corps ont été rapatriés en Côte d'Ivoire par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme. On a eu des soldats français qui sont tombés sur les théâtres des opérations. C'est à partir de cet instant-là que la France commence à s'interroger pour dire, mais attends, on dirait qu'il y a une faille dans les armées. Et c'est là qu'on découvre, et Jean-Yves Le Drian, je dis, le ministre des Affaires étrangères l'a dit en commission. Il dit, c'est quand on a commencé à s'apercevoir qu'on a compris que, au fait, dans le système même, il y avait des gens dedans. Il y avait des gens dedans. Donc, Nathalie, tu vois, quand je prends ce volet-là, c'est très grave. Vous jouez avec la vie, c'est très grave. C'est très grave. C'est grave. Et on a vu des jeunes Maliens aujourd'hui et des jeunes Burkinabés c'est dressé contre pour dire, mais attendez, vous dites que nous sommes des frères. Et puis maintenant, vous nous tuez. Est-ce qu'on peut tuer son frère? Non. Mais on tue des Maliens qui sont des musulmans. On tue des Burkinabés qui sont des musulmans. En quoi c'est une guerre sainte? Non. Ce n'est pas une guerre sainte. Sainte par rapport à quoi et par rapport à qui? Ce n'est pas une guerre sainte. Les pays là, les pays du Moyen-Orient là, eux, ils ont besoin des bases arrière pour faire leur guerre avec les Occidentaux. Et donc, ils ont compris qu'on peut manipuler facilement les Maliens à ce jeu. Et c'est dans ça qu'ils sont. Ils se sont dit, on peut manipuler facilement le Mali dans ce jeu. Et c'est dans ça qu'ils sont. Demain, là, quand ils vont prendre le cas, les djihadistes vont prendre le Cameroun, là. Quand Boko Haram va prendre le Cameroun, là, tu peux t'asseoir pour dire ce que tu es en train de dire, là. Parce que c'est ton pays d'origine, ton sang coule là-dedans. Tu ne peux pas t'asseoir pour raconter les balivernes que tu racontes. C'est parce que pour l'instant, là, ton pays est à l'abri. Parce que c'est les populations là qui vont payer.
Les jeunes filles qu'on attrape dans les villages, qu'on viole, les petits garçons qu'on tue. Tu appelles ça quoi? C'est le Nigeria, par exemple, qui est un grand pays, vaste pays, avec combien d'habitants? Si le Nigeria tombe dans la main de Boko Haram, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est foutue. Donc il faut lutter efficacement contre ça. Il faut lutter efficacement contre ça. Si Boko Haram met la main sur les institutions du Nigeria, il n'y a plus d'Afrique noire. Il n'y a plus d'Afrique noire. Le Ghana est un petit pays. Le Bénin même c'est Pikini. Le Togo même on n'en parle pas. Donc il faut que la conscience là, c'est vrai que peut-être que les gens vous donnent, on vous paye pour faire de la propagande. Mais faites au moins de la propagande saine. Pensez vraiment à l'Afrique. Parce qu'il s'agit de notre existence. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de notre existence. Regarde aujourd'hui avec les catastrophes naturelles. Qui aurait cru qu'un jour, le Dubaï allait être sous les eaux comme ça? 2 ans de pluie en 24 heures. Mais ça là, si ça tombe sur un pays africain, là, tu vas appeler qui au secours? C'est pas la même phrase à appeler au secours. Si ça là, ça tombe sur un pays africain, là, tu vas appeler qui au secours? C'est pas la même phrase que tu vas appeler au secours. Regarde déjà le Congo, qui est un pays depuis des années instable, en proie, qui est dans la main des chefs des gangs rebelles. C'est-à-dire que tu vas dans l'est du Congo, il y a des gens dans le système là, ils ont leur gang de rebelles, mais ils sont dans le gouvernement. Tu appelles ça des institutions fortes? Tu appelles ça des institutions fortes? Des gens, ils sont dans le gouvernement, hein? Et puis ils ont leur gang de rebelles qui pillent dans l'est du Congo. Ils se cachent derrière des entreprises chinoises. Et puis ils font des prête-noms. Et puis ils vendent les matières premières. Et quand les gens parlent de ça, ils trouvent leur bouc émissaire. Oh, c'est le Rwanda. C'est que tout est le Rwanda. Ah, dans le gouvernement, là, il y a des gens là-bas qui ont des hommes en âme. Qui sont dans l'est du Congo. Voilà des questions que nous, les femmes, parce que si les hommes ne portent pas ces sujets, nous, les femmes, nous devons les porter. Pour éveiller les consciences, pour attirer l'attention des hommes, pour sensibiliser la masse à comprendre. L'Afrique est l'avenir de demain. Mais l'avenir de demain, là, est-ce qu'on peut réussir sans la masse africaine? Est-ce qu'on peut réussir l'Afrique avec une masse illettrée? C'est pas possible. Non, c'est maintenant qu'il faut accompagner cette masse-là, cette jeunesse africaine. Tu trouves des jeunes aujourd'hui, ils se battent, ils prennent 5 millions pour venir prendre la mer pour venir en Europe. Mais ces jeunes-là, tu leur dis, mais comment tu peux prendre 5 millions pour venir en Europe? Mais les 5 millions-là, si tu commences à faire quelque chose, dans 2-3 ans, tu viens en Europe en tant qu'homme d'affaires. Mais ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a tellement de choses à faire sur ce continent-là. Moi, je vous exhorte à accompagner réellement la jeunesse sur le continent. Et quand on peut porter de la voix, qu'on a une voix qui porte, il faut aider les jeunes. Parce que l'héritage, la relève, là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Il ne faut pas que cette jeunesse se meure. L'opium des continents, c'est sa jeunesse. Il faut aider cette masse, cette jeunesse. Il faut la former, il faut l'orienter. Il faut que la jeunesse les jeunes soient des acteurs économiques de ce continent. C'est comme ça qu'on va sauver l'Afrique. Mais ce n'est pas en appelant à déstabiliser les États qu'on va sauver l'Afrique. Mais attends, tu appelles à brûler la maison, tu dis il va sauver la maison. Toi, tu sauves la maison comment? Tu dis brûler la maison, mettez le feu, mais tu la sauves comment? On veut sauver la maison, mais il faut mettre le feu à la maison. Il faut mettre le feu, mais si tu mets le feu à la maison, tu brûles les meubles, il ne reste plus rien, tu mets la maison en ruine. Donc, toi, tu veux mettre l'Afrique en ruine, c'est ça, en fait, en réalité. Je vais profiter pour lancer un appel à mon frère Kémy Séba. Kémy Séba,
il faut faire comme les Sonko, va être candidat au Bénin. Va être candidat au Bénin. Moi-même, je vais te soutenir, va être candidat au Bénin. Voilà, en fait, Talon est jeune. Il faut, le Bénin, là, c'est un pays qui respecte aussi, hein, démocratiquement, qui est solide, logiquement. Donc, il faut mener le combat pour dire, mais le débat sur ces questions, Talon est arrivé, quand il finit ses 2 mandats, il n'a qu'à prendre ça, il n'a qu'à se retirer. S'il veut revenir, il va revenir. Mais il ne faut pas, il va surenchérir. Toi, Kémy Séba, tu peux être candidat là-bas. Ou bien, voilà, sur les questions, il faut être candidat au Bénin. Il faut avoir un projet. Regardez Sonko. Sonko n'est pas venu pour dire, oui, il faut brûler le Sénégal. Il faut faire ceci. Sonko dit, j'ai un projet. Il dit, voilà mon programme, voilà mon projet. Il a passé son temps à vendre son projet, son programme. Mais il faut faire pareil. Mais non, tu dis assis. La France est colonisatrice. La France est colonisatrice. La France est colonisatrice. Mais la France n'a pas colonisé l'Afrique en premier bon sang. L'Afrique a été colonisée par les Arabes. On dit la colonisation arabo-musulmane. Elle a duré plus de 1000 ans. La colonisation arabo-musulmane a duré plus de 1000 ans. Mais cette colonisation-là, elle était, mais terrible. On castrait les petits garçons. On violait les femmes et puis on tuait les hommes musclés. Parce que la colonisation arabo-musulmane voulait faire de l'Afrique noire des Arabes. C'est-à-dire que c'était que les Arabes qui devaient être là-bas. Quand vous prenez les pays arabes, vous les voyez les Africains noirs qui sont là-bas. Allez-y en Algérie, où ils sont, les Africains, il y a des Noirs. Ils restent une minorité. Mais ils sont on les a repoussés dans le désert là-bas. Allez-y en Égypte, il y a des Noirs. Mais ils sont invisibles. Allez-y en Tunisie, il y a des Noirs. Eux-mêmes là, leur cimetière se mélange pas pour les Arabes. Allez-y au Maroc, il y a des Noirs. Donc quand moi je m'assois souvent, et puis je regarde les Africains, je viendrai sur ce sujet-là une autre fois. À un moment donné, là, votre histoire, là, il faut la prendre correctement et non dans la démagogie. Et l'histoire doit nous enseigner. Et il faut l'enseigner pour aider les autres à comprendre et à ne pas retomber dans les travers, dans ce mal qui a brisé l'Afrique. C'est parce que les Africains ont été solides. Sinon, les Noirs même n'allaient plus hésiter sur ce continent. Donc, chacun est de sa gamme de colonisation. Donc, quelqu'un n'est pas frère de quelqu'un. Donc, quand tu vois aujourd'hui, les gens disent, oui, on fait appel à la Russie, on fait appel à la Russie, mais la Russie a toujours été en Afrique. Pourquoi elle n'a pas développé? La Russie était en Guinée. Sous Houphouët-Boigny, c'est les Russes qui dirigeaient la Guinée. Mais regardez la Guinée, puis regardez la Côte d'Ivoire. La Guinée est devenue quoi? On dirait un campement. Pardonnez mes frères guinéens, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont quand même, voyons. Regardez la Guinée. Ils ont accumulé un retard inutile. Ils ont accumulé un retard inutile. Regardez la Guinée. La Russie était au Mali il y a longtemps. Ce n'est pas la première fois que la Russie arrive au Mali. Hein. Parce que l'or qui est dans le désert là-bas, c'est la Russie qui exploitait depuis très longtemps. Mais le problème des Maliens, ils se contentent de vendre. Ils prennent l'argent là, au lieu de construire le Mali. Mais chacun met dans sa poche, il construit sa maison, il est assis. Voilà tout ce qu'ils font. Au lieu de développer le pays. Donc il y a des pays africains. Au Soudan, la Russie était au Soudan. Mais regardez le Soudan. Donnez-moi comment la Russie elle a développé quel Soudan? Rien. Mais la Russie là est au Congo. Avec la Chine. Hein? La Russie est au Congo et la Chine. Mais pourquoi depuis des années, la guerre du Congo, là, les gens sont à Goma? Donc, à un moment donné, là, moi, je suis arrivé à une conclusion que Nathalie Yam, là, elle ne travaille même pas pour la Russie. Elle travaille pour Oncle Sam en réalité. Amélie Dagono, ma soeur, je t'embrasse. Bisous, bisous, bisous à toi. Vous savez, Oncle Sam, là, il a des gens à Cuba, merci. À Cuba aussi. Mais regardez Cuba. Regardez Cuba. La Russie ne développe pas un pays. La Russie n'a pas une politique de développement, une relation de développement. La France est le seul pays qui, dans sa coopération, dans sa relation, introduit une politique de développement. Hein. La France est le seul pays qui fait ça.
Sinon, les Américains, là, ils s'en foutent des développements. Ils viennent, ils te cassent et puis ils prennent. Quand ils finissent de déposer même leur chaos, là, ils s'en vont. Maintenant, ils disent à la France, comme vous avez construit, vous avez les Bouygues, Bolloré, vous avez construit. Bon, allez-y, prendre les marchés pour construire. Et nous, on a pris ce qu'on a, on s'en va. Bah, vraiment, ils sont partis. En Afghanistan, regardez là-bas. Ils ont déposé quoi là-bas? 20 ans de guerre, ils ont déposé quoi en Afghanistan? Ils ont laissé les gens qui sont habillés noirs, là où on ne voit pas les yeux. C'est ceux-là qu'ils ont déposé pour faire peur à tout le monde, puis ils sont partis. Ils ont pris l'avion, ils sont partis. Ils ont fait cinéma. Hollywood. Les gens sont accrochés aux avions, comme ça, pour dire partir avec eux. Ils sont partis. Mais quel développement ils ont apporté après leur départ? Rien. Ils vont faire la même chose en Ukraine. Vraiment rien. Parce qu'ils ont quelque chose à prendre. Ils prennent ça bien. Et puis ils donnent d'eau, ils se cassent. Time is money. L'Américain n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Vous parlez, vous parlez. Vous pensez qu'il n'y a pas de base militaire américaine en Afrique? Mais il y a une base militaire américaine au Mali. Pourquoi il faut demander à Simi Goïta, il y a une base militaire au Mali américaine. Il y en a au Niger, il y en a au Sénégal. Demande bien pourquoi ils sont là-bas. Je vous ai déjà dit. Vous ne connaissez pas l'Occident. Et vous ne connaissez pas les gens. La France, là, c'est le pays dans sa relation avec toi. La France préfère t'accompagner. Même si il d'abat même là, il veut t'accompagner à réussir. Les Américains là, ils d'abat. Et puis ils s'en foutent. Ils n'ont pas ton temps. Tu veux, tu fais ce que tu veux. Quand ils veulent quelque chose là, tu montes, tu descends, ils vont prendre. Et il faut un bris. Donc vous êtes assis, vous encouragez l'Afrique à perdre tous ses avantages. Tous ses avantages du moins. Bonsoir ma soeur. Vous encouragez l'Afrique à perdre tous ses avantages. C'est-à-dire qu'on perd tout, on détruit tout, on est dans le chaos. Et puis on s'assoit maintenant. Les moucherons vont se promener sur le visage de nos parents. Les moucherons vont se promener sur le visage de nos parents. Mais les États-Unis, là, l'Amérique, là, ils ont une base depuis très longtemps au Congo. Mais pourquoi depuis ils n'ont pas traqué les gens dans Goma? Ils n'ont pas éradiqué les gens de Goma. Vous ne vous posez pas la question, là. À Goma, là, au Congo, là, ils sont là-bas. L'oncle Sam est là-bas. L'oncle Sam est à Goma. Pourquoi depuis, là, ils n'ont pas éradiqué? On est en train de vous fafouillasser, vous marmailler pour mieux vous fragiliser parce qu'ils savent, oncle Sam sait que c'est la France qui est derrière nous. C'est pour ça que oncle Sam n'a pas encore tapé. Donc, ils vont faire les petits stratégies, les petits plans pour pousser les Africains à dire, on ne veut plus la France n'a qu'à partir, on ne veut plus la France n'a qu'à... Les Français savent que c'est comme ça, oncle Sam il est. Marie Adou, merci. Les Français, là, ils connaissent le fonctionnement de l'Amérique. Ils connaissent leur fonctionnement. Ils savent que c'est comme ça, ils sont. Donc, on nous pousse. On ne veut plus la France. La France n'est qu'à partir. Mais leur plan, là, c'est qu'on puisse chasser toutes nos relations. On puisse couper toutes notre relations. On puisse tout couper avec la France. Quand on va finir de tout couper avec la France maintenant, là, voilà. C'est là où on voit un vrai visage de Sam. C'est qui va nous montrer ça. Il va nous faire propre. Et puis, il s'en fout de quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus quelqu'un derrière. Quand il finit là, c'est là où on va s'asseoir pour appeler la France au secours. C'est ça le général est en train de dire. Il dit, les Africains vont nous appeler. Ils savent comment ça fonctionne. C'est nous, on ne sait pas. Et c'est vous qui ne savez pas. C'est maintenant on va appeler la France au secours. Parce que Tchoko Nachaka, on va appeler la France au secours. Aïe. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous les connaissez? Ils savent qu'on va les appeler au secours. C'est en ce moment ils vont revenir maintenant. Donc, ce que tu appelles colonisation, c'est pas colonisation. Hein? On est de la bêtise. Parce qu'on ne réfléchit pas à long terme. On ne regarde pas les problèmes qui sont arrivés à d'autres pays. On ne comprend pas. On est dans le bruit. Regardez l'Asie.
quand on parle des guerres en Asie, là, mais ça mettait là-bas. Pourquoi aujourd'hui la Chine est devenue ferme? C'est à cause des comportements des femmes que la Chine est devenue comme elle est devenue aujourd'hui. Donc, prenez l'histoire des pays là. Quand vous regardez la Russie ne fait pas parler à la France en réalité. La Russie, comme ils sont en colère, ils trouvent que la France ne veut pas lâcher Sam. Donc, eux, ils sont fâchés pour ça. La Russie n'a pas de problème avec la France en tant que telle. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer plus loin. Mes frères et sœurs, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez expliqué. Je veux appeler cette jeune dame, Nathalie Yam, pour lui dire que le général Lecointre n'a jamais dit dans ses propos qu'il s'en va pour recoloniser l'Afrique. Il a expliqué les difficultés que travaille l'Afrique. Parce qu'il a dit dans ses propos, il dit, on ne peut pas abandonner ce continent qui est aujourd'hui, qui a ses institutions qui sont presque dans le chaos. On ne peut pas, en abandonnant ce continent, en partant, en laissant les Africains seuls, ils vont pas, ils vont les laisser seuls. C'est l'Europe qui va être submergée par l'immigration. Parce que vous prenez la jeunesse africaine, aujourd'hui, elle a moins de 35 ans. Vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui qui sont ouverts sur le monde, là, ils sont là pour faire... Quand la guerre commence, ils vont fuir. La preuve, regardez Lampedusa, regardez l'Espagne, regardez l'Italie. Regardez. Mais comment on peut s'asseoir? Nous, on est déjà en Europe, on voit les difficultés d'ici, et puis on voit une jeunesse comme ça qui est en train de mourir dans le désert. On voit une jeunesse qui meurt en mer. On voit une jeunesse qui quitte le continent. Et ça, on n'a même pas... On ne peut même pas s'asseoir pour dire, on va amener la réflexion. On va aller plus loin dans nos réflexions pour pouvoir accompagner, aider ce continent. Comment, rien, on est à... C'est-à-dire qu'on est zéro, on est ailleurs. Tout ce qu'on sait. La France est partie. La France est ici. Oh, la France est colonisateur. La France est ici. Avant de dire la France est colonisateur, si on veut commencer par la colonisation, commençons par la colonisation arabo-musulmane. Les gars, ils font que... Les gens ne font pas de recherches qu'en Russie va les délivrer. Mais vraiment, vraiment. Et donc vraiment, je trouve que on peut continuer comme ça des heures et des heures de conférence. Il y a tellement à dire. Mais il faut que nous, les femmes, là, on monte aussi au créneau et qu'on ait des thématiques, on ait des sujets et qu'on sorte de la démagogie tout le temps qui est inutile et qui n'apporte absolument rien, ni à la jeunesse, ni à l'Afrique, ni à nous-mêmes, à pas satisfaire votre haine. Donc, je vais dire à Nathalie Yam, elle n'a qu'à demander à Paul Biya pour d'aller récupérer, de ramener la dépouille du président qui a été enterré au Sénégal. On ne peut pas se dire une panafricaine, ou bien comme il est panafricain, on l'enterre où on veut. Votre président, son corps est au Sénégal. Et puis, il y a des Camerounais qui vont toujours là-bas pour aller se recueillir ici, tombe. Et puis, vous êtes assis que vous ne pouvez pas dire, mais attends, non. La fierté là même, là. La fierté. Hein, nous, notre fait, Félix Boigny. S'il n'est pas Yam Sokro, il va être où? C'est toi comme ça là qui a venu parler des gens comme ça avec légèreté là. Il faut te méfier. Mes frères et sœurs. Bonsoir, merci de m'avoir suivi et merci à chacun d'entre vous, merci pour ceux qui ont relayé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Je vous embrasse. Merci, merci. À bientôt.